portes ouvertes de l'Institut supérieur d'informatique Chaminade, cycle en cycle. Accueillir, ce n'est pas seulement ouvrir un espace physique, c'est avant tout ouvrir un espace de sens, un lieu où les intelligences se rencontrent, où les idées dialoguent et où l'avenir commence à prendre forme. Aujourd'hui, l'ICIC devient précisément ce lieu, un carrefour vivant de savoir, de créativité et d'espérance. Nous sommes profondément honorés par la présence parmi nous de l'honorable Martin Fayoulou. Votre parcours, votre engagement et votre parole constituent pour notre jeunesse une invitation à penser, à agir et à espérer autrement. Votre présence ici n'est pas un simple honneur protocolaire, elle est une interpellation. C'est de croire que chaque génération porte en elle la responsabilité de transformer son époque. Mesdames et messieurs, si l'on s'interroge, comme le faisait Aristote, sur la finalité de toute action humaine, la réponse nous conduit toujours vers un bien à atteindre, un accomplissement à réaliser. Or, l'éducation, et plus particulièrement la formation en informatique aujourd'hui, n'est pas simplement un outil technique, elle est une voie vers la construction de l'homme, capable de comprendre son monde et de le transformer avec intelligence et responsabilité. C'est dans cette perspective que s'inscrit cette journée. Elle n'est pas une simple exposition de projet, elle est une manifestation du génie en devenir, une épiphanie du travail patient de nos étudiants. À travers leur réalisation, vous découvrirez non seulement des compétences, mais aussi des visions, des rêves structurés, des réponses concrètes aux défis de notre société. Dans un monde marqué par des mutations rapides, où le numérique redéfinit les contours de nos existences, il devient urgent de former non seulement des techniciens, mais des leaders, non seulement des experts, mais des hommes et des femmes au service du bien commun. Voilà pourquoi à l'ICIC, notre devise « Excellence, leadership, service » n'est pas une simple formule, mais une exigence quotidienne, une éthique de vie. Nous sommes également très heureux d'accueillir les élèves et étudiants venus d'ailleurs. Votre présence élargit notre horizon et rappelle cette vérité fondamentale. Le savoir n'a pas de frontières. Et la jeunesse, lorsqu'elle se rencontre, devient une force capable de réinventer le monde. Cette journée sera marquée par deux moments forts. D'une part, la présentation de projets de nos étudiants, témoins vivants de leur engagement intellectuel, et d'autre part, la conférence de l'honorable Martin Fayoulou, qui viendra nourrir notre réflexion et éclairer notre marche. Permettez-moi de terminer par cette conviction. L'avenir ne se subit pas. Il se construit. Et il se construit ici et maintenant, dans ces espaces d'apprentissage, dans ces échanges, dans ces initiatives portées par une jeunesse consciente et sa mission. Que cette journée soit pour chacun de nous une occasion non seulement de voir, mais de comprendre, non seulement d'écouter, mais de s'engager. Sur ces mots et avec un profond sentiment d'espérance, je déclare officiellement ouverte la journée porte ouverte de l'Institut supérieur d'informatique Chaminade. J'ai dit et je vous remercie. En tout cas, monsieur le recteur et les responsables académiques des ICIC,
Merci de m'avoir associé de vos élèves. J'aime bien dire élèves. Quand c'est un institut supérieur, quand c'est une école, j'ai une fascination pour les écoles, les grandes écoles. Vous êtes une grande école. Fasciné par la qualité de vos élèves et la qualité de leurs projets. Effectivement, ça c'est la... Je suis en train de voir dans ma tête si c'est la deuxième ou la troisième fois que je viens ici. Mais j'ai déjà été ici une fois, c'était en 2015, 2016, je ne me rappelle plus très bien, et toujours fasciné. Félicitations pour ce que vous faites. C'est que j'aimerais que cette qualité continue. Et je disais à vos dirigeants tout à l'heure, j'espère que ce qui passe ici, après vous aurez ce qu'on appelle dans les écoles, dans les universités en Occident, alumni, les anciens élèves ou les anciens étudiants de l'école pour continuer à faire vivre l'école, à faire vivre l'université. En tout cas, félicitations pour ce que j'ai vu ici. Si vous continuez comme ça, et ce serait une très très bonne chose pour notre pays. Et je n'ai pas retrouvé ce que je retrouve dans d'autres universités ou instituts supérieurs où les étudiants ont du mal à parler le français. Et là, je trouvais que c'était tellement, comme on dit en anglais, flawless, ça coulait. Et félicitations à vous, les corps enseignants. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de ce thème que vous, étudiants, vous avez choisi, enjeux et opportunités du dialogue national inclusif pour la jeunesse congolaise. Très important, regardez là où nous sommes. Le pays qui est le nôtre, le Congo, fait face aux souffrances persistantes, aux défis sécuritaires énormes, aux tensions politiques, aux fractures sociales. Une des fractures sociales que moi je n'ai pas connue. Je suis né dans la ville de Kinshasa et j'ai été dans plusieurs provinces de ce pays. Je n'ai jamais connu le tribalisme. Là, on vient nous imposer le tribalisme. C'est une très grande fracture sociale. Mais nous faisons face aussi aux aspirations légitimes du peuple congolais. Face à tout cela, aujourd'hui, nous nous disons, il n'y a qu'une seule solution. Et nous disons plus fort que ça, une conviction s'impose. Seul un dialogue national inclusif, sincère et véritablement représentatif peut restaurer la cohésion nationale. 1. Et 2, jeter les bases d'une paix durable et ouvrir la voie au développement de notre pays. Je ne suis pas venu faire un discours, je suis venu partager avec vous cette réflexion. Donc, j'aimerais que nous tous, nous puissions comprendre pourquoi c'est là. Est-ce que les amis, étudiants, élèves, vous êtes ici, les professeurs, les corps enseignants et les autres invités, est-ce qu'il y a une autre solution en dehors du dialogue national inclusif? Est-ce que nous pouvons le faire? Nous, dans notre parti SID et dans notre regroupement politique Lamouka, nous avons essayé de faire le tour de toutes les solutions possibles. Nous avons dit qu'un pays normal, quand il est attaqué, ce pays a l'armée, ce pays a la police, ce pays a les services de renseignement pour se défendre. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça au Congo. L'armée est défaillante,
Les services de renseignement sont infiltrés et nous n'avons rien. Même la sécurité des citoyens ici et la protection ne sont pas assurées. Qu'est-ce qu'il faut? Et nous disons que la situation qui a prévalu dans notre pays, et cette situation a causé davantage les dérapages du pays. Si vous lisez notre Constitution dans son exposé des motifs, dès l'entame, il est dit que la République démocratique du Congo, depuis le 30 juin 1960, connaît des crises récurrentes dues essentiellement au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Nous avons ces problèmes. Et pour résoudre ces problèmes, les forces vives de la nation, c'est-à-dire la société, les membres de la société civile et les partis politiques se sont réunis à Sun City. L'ouvrage détaille chaque Ils ont étape. décidé, 2002-2003, de doter le pays d'une constitution. Une constitution qui peut faire que le peuple congolais choisisse librement ses dirigeants pour que ceux-là, les dirigeantes et celles-là, soient réellement légitimes pour diriger le pays. Et voilà, depuis 2006, où on a eu des élections relativement correctes, je dis relativement, les élections législatives nationales et provinciales se sont relativement bien passées. Le premier tour de la présidentielle, oui, et le deuxième tour, il y a eu tricherie. 2011, vous savez ce qui s'est passé, pas la personne qui a gagné, qui a été proclamée. 2018, mêmement, 2023, on a assisté à un total simulacre d'élections, et donc aujourd'hui, nous sommes plongés dans cette crise. Et pendant ce temps-là, tout le temps, ce pays a fait l'objet d'un complot. D'un complot, le pays était miné de l'intérieur. On a envoyé des gens ici qui ont fragilisé le pays. Le professeur Kankwenda Mbaya, dans son livre co-écrit avec les autres auteurs et les professeurs Mukoka Senda, on dit que la République démocratique du Congo et des institutions de notre pays, ces institutions connaissaient dans leur sein des gens qui étaient soit des pions naïfs, c'est-à-dire qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, on le bougeait comme on le voulait, soit des pions conscients. Ils savaient exactement leur mission. La mission, c'était de fragiliser le pays, de miner le pays comme un château de cartes. Dès qu'on bouge comme ça, ça tombe. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Paix à son âme, si le professeur Mbaya était là, il pouvait le constater aujourd'hui. Le livre a été écrit en 2013. Donc, nous sommes là, pays fragilisé, institution quasi inexistante. On l'appelle dans les langages politiques, c'est un pays failli. Fail state en anglais. Qu'est-ce que nous faisons? Je disais, si les institutions marchaient, si l'armée marchait, nous devrions alerter l'armée, mettre l'armée en branle pour combattre et repousser l'ennemi. Nous n'avons pas d'armée. Des pans entiers des territoires congolais sont occupés par les Rwandais. Je le dis clairement. Je ne parle pas des M23, de l'AFC, parce que ces gens-là sont des supplétifs de l'armée rwandaise ou simplement du Rwanda. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous pavanons, nous sommes bien ici à Kinshasa. Quand je dis bien, entre guillemets bien, parce que nous-mêmes nous souffrons, on n'a pas à manger, le trafic, le transport est difficile, donc la situation est difficile. Qu'est-ce que nous faisons? Il n'y a pas d'armée. Et quand il n'y a pas d'armée, qu'est-ce que vous faites? La seule solution pour nous, c'est que toutes les filles, tous les fils du Congo conjuguent leurs efforts, qu'il y ait une sorte de symbiose
parce que c'est spirituel, et que nous transférons cette énergie de cohésion nationale, qu'on pense de la même façon. Et quand on bouge un citoyen congolais, tous les citoyens congolais se mettent en branle pour dire il n'est plus question qu'on nous divise. Il n'est plus question que quelqu'un vienne chez nous et fasse n'importe quoi. C'est ça que nous appelons les dialogues national inclusifs. Pourquoi? C'est pour que nous nous retrouvions et nous fassions les bilans, une sorte de rétrospective, une sorte de catharsis, savoir quelles sont les causes profondes de la crise congolaise. Ou j'aime pas dire la crise congolaise parce que la crise a été imposée, la crise dans notre pays. Quelles sont les causes profondes? Les causes structurelles, les causes internes. J'ai parlé de l'illégitimité des institutions et de leurs dirigeants, c'est une cause interne. Je parlais tout à l'heure du tribalisme, c'est une cause interne. Je parlais de l'État failli, l'État, les institutions qui n'existaient pas, c'est une cause interne. Et il y a d'autres causes. La mauvaise gouvernance. Donc, le fait que les gens trouvent normal qu'ils doivent voler l'argent de l'État, qu'ils doivent s'enrichir sans cause, c'est une cause interne. Mais quelles sont les causes externes? C'est-à-dire, pourquoi les Rwandais pensent qu'ils doivent venir prendre des pans entiers de notre pays? Pourquoi M. Kagame s'est dit que non, il y a des territoires du Rwanda qui se trouvent au Congo? Est-ce qu'il a relié l'histoire du monde? Il a relié l'histoire de l'Afrique? Pourquoi? Donc les causes externes où des dirigeants étrangers, et surtout les Rwandais et l'Ougandais, pensent que le Rwanda doit s'occuper du Nord Kivu, du Sud Kivu, et l'Ouganda, l'Ituri et une partie du Nord Kivu. Les causes externes. On peut aller plus loin. Quelles sont les causes lointaines et les causes immédiates, récentes? Dans les causes lointaines, vous savez, on parle aujourd'hui des migrants. Il y a eu des migrants qui sont venus ici. Est-ce qu'on peut regarder ça? Donc, c'est un exercice où nous nous mettons ensemble, on se convient. Tartampion ou Kingandi a dit, voici d'après moi ces causes. Kingandi a dit, voici ça, Songolo vient, Pakala, Fulani, et on met ces causes ensemble. On a la même compréhension en tant que pays, en tant que citoyen de ces pays, et on se dit, voilà, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? La Constitution congolaise dit dans son article 63 que tout Congolais a les droits, des droits, mais surtout le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité en cas de menace ou d'attaque extérieure. Est-ce qu'on a compris ça? Est-ce qu'on a intériorisé cet article 63? Droit, c'est un droit de tout le monde, mais surtout les devoirs sacrés. Et vous allez voir que dans la Constitution, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on parle des devoirs sacrés. Parlons de ces premières thématiques. Il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce qu'il faut? Et ils trouvent, ils packagent les solutions. On met de côté. Deuxième thématique, la gouvernance. Comment avoir une gouvernance intègre? Mais avant d'arriver à ça, pourquoi les gens se mettent à voler? On parlera de la corruption, de l'enrichissement illicite, des antivaleurs, le népotisme et autres. La commission va travailler et nous donner des résolutions pour arrêter la mauvaise gouvernance. Troisième commission ou thématique, c'est
la justice transitionnelle, les droits de l'homme. Il y a eu des gens qui ont commis des exactions. Que faut-il faire? Et comment faire demain pour que le droit humain soit protégé? Comment faire pour que demain, la loi soit la même pour toutes les Congolaises et tous les Congolais? Qui n'est pas quelqu'un à qui on a ravi la parcelle et puis il va au tribunal parce qu'il a son cousin et l'autre a son cousin et il ne peut pas avoir gain de cause. Mais la parcelle est partie. Tout ce qui s'est passé, comment régler ça? En Afrique du Sud, il y a eu un comité vérité, justice, réconciliation. Et nous disons ici, et nous avons placé ce dialogue national sous les thèmes vérité, quel est le thème? Réconciliation et cohésion nationale. Voilà, le mot justice, parce que pour nous, vérité et justice, ça va de pair. Donc nous disons vérité, réconciliation nationale. On se dit des vérités, même des vérités difficiles. Monsieur Kingani, pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Foulani, mais écoutez, dit bon, voilà, on se dit des vérités, et puis on se réconcilie. Comme on dit en français, les linges sales se lavent en famille. Nous avons dans nos traditions ici la palabre africaine. On s'est parlé, on se convient, on se réconcilie, et il y a la cohésion nationale pour travailler ensemble. Ça, c'est la troisième thématique. La quatrième, nous devons avoir les élections en 2028. Comment y arriver? Donc, quelles sont les réformes institutionnelles et les réformes électorales à faire pour que les institutions, les élections de 2028 soient apaisées, que ce soient des élections transparentes, crédibles? Que dit-on de la Cour constitutionnelle? On va laisser la Cour constitutionnelle pour dire des bêtises? Comme quand on a demandé, M. Kabila voulait faire le troisième mandat, et on a dit que non, il n'y a pas de troisième mandat, mais les élections arrivaient, on a posé la question à la Cour constitutionnelle, mais que faut-il faire? Et la Cour constitutionnelle a dit, il a récité l'alinéa 2e de l'article 70 qui dit que le président en fonction reste, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Vous avez vu comment j'ai dit ça? Lentement, en s'arrêtant sur chaque mot. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. On n'a pas dit du nouveau président comme ça. Pourquoi c'est là? Parce que si vous lisez l'article 73 qui dit que le scrutin pour l'élection présidentielle est convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Est-ce que vous comprenez? Normalement, ces articles-là, 70, 73, ok? L'article 73 devait être l'alinéa 3e de l'article 70. Il faut le lire comme ça. Mais la Cour constitutionnelle fantaisiste a répété sans rien dire. Alors les politiciens eux-mêmes ont commencé à non, ils restent jusqu'aux nouvelles élections, et quand le nouveau président sera connu. Non, cette disposition a été prise simplement pour dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire de mandat supplémentaire. Ça n'existait pas. C'est comme aux États-Unis. Le président de la République est élu au mois de novembre, vous le savez. Il est installé quand? Le 20 janvier de l'année prochaine. Et pendant ce temps-là, le président
en exercice qui était là est en fonction. Il continue, il reste là jusqu'au 20 janvier à midi. L'installation effective, c'est comme ça que la loi américaine dit, si ça passe midi, c'est un problème. Il faut qu'à midi, ça soit fait. Et les constituants ont fait ça, donné 3 mois pour qu'on puisse faire le premier tour. Parce que cette disposition, rappelez-vous, 73, il y avait déjà l'article 71 à l'époque qui instituait le deuxième tour. Donc nous voulons qu'il y ait des réformes. Cour constitutionnelle, la CNI elle-même, la CNI et autres. Et surtout, les lois qui vont être utilisées pour les élections à venir. Ça, c'est quatrième. Quatrième, pardon. Ça, c'est troisième. Quatrième. Nous avons besoin. C'est cinquième, hein? Oui, merci, cinquième. Nous avons besoin de la coexistence pacifique entre les ethnies du Congo. Si vous lisez l'article 51, j'ai vu, on m'a amené la Constitution, mais je connais tous ces articles par cœur. Tout, et peut-être quelqu'un m'a amené la Constitution pour dire que non, au conservatoire, au constater tant la Constitution. Mais si vous prenez l'article 51 de la Constitution et vous lisez les premiers alinéas, il est clairement dit que l'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Donc nous voulons que les gens, on se dit, voilà, comment avoir cette coexistence pacifique. On a parlé de groupes ethniques, on n'a pas parlé de communautés. Ici, nous avons des ethnies, nous avons des tribus. Vous êtes mou parce que votre tribu c'est, ok? Si, bon, je prends une tribu comme ça, Muungani, beaucoup de gens ne savent pas. Les Baungana, ils ont une langue qui s'appelle les Kiungani, n'est-ce pas? Les Bantandu, ils ont une langue qui s'appelle les Kintandu, n'est-ce pas? Donc, toute tribu congolaise a une langue. Qui est d'une tribu ici qui n'a pas de langue? Qui lève le doigt? Ça n'existe pas. Donc, mais comment avoir cette coexistence pacifique entre toutes les tribus et que personne, surtout au nord Kivu, au sud Kivu, et même partout. Ici, vous avez appris les Yaka et les Teke, et ça. Comment réconcilier toutes nos ethnies et toutes nos tribus? Sixième, nous voulons aussi avoir la coexistence pacifique avec les pays voisins, surtout le pays du Grand Lac. Et c'est que nous voulons, parce que vous êtes jeunes ici, beaucoup, vous ne savez pas que nous avons une institution régionale ici qui s'appelle CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. Mobutu a créé ça. Je dis Mobutu parce que c'est lui qui était instrumental pour ça. Et on avait ça. Et ça existe jusqu'aujourd'hui. Mais relancer ça, inclure d'autres pays de cette zone des Grands Lacs, c'est-à-dire l'Ouganda et la Tanzanie, et assurer la coexistence pacifique et non venir dire aux Congolais, vous devez exploiter vos ressources avec le Rwanda ou qui que ce soit. Ça n'existe pas. Personne dans ce monde exploite ses ressources avec les autres. Si quelqu'un d'un pays ou même un pouvoir qui a des entreprises d'État va aller investir quelque part, il ira et c'est conformer aux règles de ces pays. Donc voilà la sixième thématique et la dernière. Nous voulons recenser tous les dialogues que nous avons eus depuis que ce pays existe. Les conférences nationales. Tout pour dire qu'est-ce qu'on a décidé. On a été à Sun City, qu'est-ce qu'on a dit? On a été à Lusaka, qu'est-ce qu'on a dit? À la conférence nationale souveraine, qu'est-ce qu'on a dit? Et tout ça pour nous donner des doctrines. Des doctrines de gouvernance pour les Congos. Quelle est la doctrine congolaise en matière de l'armée? Quelle est la doctrine? Quelle est la doctrine congolaise en matière de diplomatie? Que tous les diplomates du Congo, là où ils sont ici, voici ce qu'on nous dit. Vous savez que les Chinois, par exemple, n'interviennent pas dans des guerres comme ça directement dans les pays. Mais qu'est-ce que nous faisons?
Voilà, chers amis, les thématiques que nous voulons aborder lors de ces dialogues. Voilà pourquoi nous disons que c'est une opportunité pour la jeunesse congolaise. Parce que c'est vous, le jeune. On dit que vous êtes l'avenir. Non, vous êtes le présent. Et vous êtes le pays. Vous êtes le présent et l'avenir du Congo. L'âge médian ici au Congo, c'est 19 ans. C'est-à-dire 50% des Congolais ont moins de 19 ans. 50% des Congolais ont plus de 19 ans. Si vous regardez les gens de mon âge, ici, nous ne sommes plus 5%. C'est-à-dire que s'il y a 1000 Congolais ici, les gens de mon âge ne sont pas 50. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous, votre génération, si on va jusqu'à 40 ans, vous êtes plus de 70%. 70%. Et 70% de ces gens-là, quand je vois les intelligences qui se dégagent ici, et qu'on soit incapable de redresser ce pays, il y a un problème. Voilà, je voulais introduire le sujet par ces quelques remarques et je vous laisse le temps de réagir. Merci. Merci au président Martin Fayulu pour la conférence. Je suis Ntekema Clément, je suis élève de la 10e promotion de l'École nationale d'administration et puis aussi je suis chercheur en philosophie. Je suis très content de me retrouver encore une fois en face du président Martin Fayulu, à qui nous avions réservé en 2021 avec mes amis à l'université des pages dans notre magazine Sciences et Société pour féliciter ou encourager les combats qu'il mène pour la société. Alors, j'ai beaucoup d'admiration que je voudrais traduire ici par quelques éléments. Excusez-moi un peu, je vais être très long. Sur beaucoup de points, le président, je suis très d'accord avec le président Fayulu, notamment en ce qui concerne la question de l'agression, la manière dont il dénonce. C'est pratiquement différent avec ce que font les autres. Et aussi, depuis très longtemps, il est toujours au devant pour pouvoir parler du Congo, parler des Congolais. Et ça, on ne rencontre pas ça chez beaucoup de politiciens. Alors, au-delà de ce que j'appelle l'admiration pour sa personne et pour ses idées, il y a quand même des réflexions que je dégage. Notamment en parlant de dialogue inclusif, ce qui est une très bonne chose avec les thématiques qui sont proposées. Et moi je me demande, parce que quand on dit dialogue inclusif, est-ce que ce dialogue-là va rassembler tous les fils et toutes les filles du Congo, donc les partis politiques, la société civile, mais est-ce qu'il faudrait aussi associer ceux qui ont pris les armes pour tuer leurs frères? Parce qu'ils viendront bien évidemment avec un carnet d'adresses. Et ils ont pris les armes pour tuer. Et si on les associe, vous ne trouvez pas qu'ils vont vous présenter leur carnet d'adresse et ils pourront être intégrés dans les institutions de l'État. Et à un moment donné, le problème de la paix ne sera pas trouvé. Tout simplement parce qu'il suffirait qu'ils soient à un moment donné frustrés. Et puis comme ça, ils vont pouvoir aller trouver des gens qui vont les soutenir, qui vont leur donner de l'argent et puis continuer toujours à tuer leurs frères. La deuxième réflexion que je dégage, puisque à propos de l'agression, vous parlez d'une même voix avec presque toutes les autorités, du moins les opposants qui sont au pays, vous parlez d'une même voix. Alors, pour sortir de cette impasse, si jamais, ça je vous demande, je pose une question qui est tout à fait personnelle, au regard de votre expertise, au regard de votre intégrité, si on a besoin de vous, de l'autre côté du pouvoir, pour pouvoir réfléchir ensemble sur comment sortir de l'impasse, est-ce que vous accepteriez-vous de rejoindre le gouvernement pour pouvoir donner vos idées en vue de pouvoir aider le pays à sortir de la crise dans laquelle il est aujourd'hui? Merci beaucoup. Une question, c'est très simple. Mais réfléchir ensemble, oui. Allons au dialogue. On ne peut pas faire des choses aujourd'hui en dehors du dialogue. Si vous allez rejoindre cette équipe, je ne sais pas comment vous allez le faire, par quel mécanisme, ce sera renforcer la crise. Parce que les autres vont se dire,
ah, voilà, ces gens-là sont partis, et comme on dit, les Quinois aiment dire, tout ce qui s'est fait sans moi, c'est contre moi. Et ils vont se renforcer. Rappelez-vous que le secrétaire général des Nations Unies avait dit que les M23 avaient des armes sophistiquées, même une armée bien aguerrie aura du mal, en tout cas, les Nations Unies ne peuvent pas combattre cette armée-là. Donc, cela veut dire qu'il y a des gens derrière. Il y a des gens, qui sont ces gens-là? Est-ce que vous le connaissez? Donc, quand nous irons au dialogue national inclusif, on pourra discuter de ça. Alors, mais la question, la première question, vous dites, même ceux qui, je le dis, je les reformule comme ça, qui ont du sang sur leurs mains, ils vont se présenter à ces dialogues. C'est votre question. Mais Doha, c'est quoi au Qatar? Les Doha qui s'est transporté à, comment dire, à Montreux en Suisse, c'est quoi? C'est la discussion entre le gouvernement congolais et ceux qui ont du sang dans leurs mains. Ceux-là, ils ont signé un accord encore. Ils ont, oui, protocole d'accord, et qu'ils ont aligné, qu'ils vont signer. Mais c'est absurde de dire que vous discutez avec eux en aparté à Doha et à Montreux, et vous ne voulez pas associer les autres, parce que vous, le gouvernement qui a usurpé le pouvoir du peuple, vous discutez avec ceux qui vous ont donné les pouvoirs et qui vous ne vous êtes pas mis d'accord. Et encore, personne ne sait s'ils ne se sont pas mis d'accord, parce que ça peut être un jeu. Vous êtes dans une école scientifique ici, je ne sais pas si vous avez fait la théorie des jeux, et si vous avez fait la théorie des jeux, regardez dans la théorie des jeux. Il y a des jeux qu'on appelle jeux coopératifs. Ok? Mais les gens pensent que vous êtes en train de jouer et tout ça, mais vous faites un jeu coopératif qui est un jeu à somme nulle. Mais ce n'est pas à somme nulle, mais vous êtes gagnant-gagnant. Vous pouvez jouer quelque chose, vous avez dit sur 10. Vous avez 7, moi j'ai 3. Mais moi j'ai gagné, vous avez gagné. Parce que mes 3 me suffisent. S'il vous plaît, continuez la réflexion de la théorie des jeux et des jeux coopératifs. Ok? Parce qu'on n'a pas le temps ici d'aborder ça. Mais ceux qui veulent, on pourra continuer la discussion plus tard. Est-ce que nous savons si M. Kabila, M. Kagame, M. Tshisekedi, ils ont pris le peuple congolais en otage, ils nous prennent pour les dindons de la farce, eux ils se suffisent. Aujourd'hui, Kagame, les M23, si vous regardez les exportations de l'or du Rwanda, ça a grimpé, ça allait à plus d'1 milliard de dollars. Avant la guerre, c'était pas ça. Vous voyez ici, les gens à Kinshasa et dans les provinces ici continuent de s'enrichir. Mais c'est le peuple qui souffre. C'est un jeu ou c'est pas un jeu? Donc, nous disons que l'opposition congolaise n'est pas à Doha ou à Montreux. La société civile congolaise n'est pas là non plus. Il faudra qu'on amène ceux de Doha, ceux du gouvernement. On ajoute la société civile, on ajoute les politiques de l'opposition, on ajoute d'autres personnes qui doivent être là, les religieux et autres, et que nous puissions discuter ensemble. Ok? Donc, la question que vous devez vous poser, si on n'avait pas Doha, on peut se poser la question. Mais le problème, il ne faut pas aujourd'hui. Vous avez suivi, comment dire, les Américains et les Iraniens. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont aujourd'hui au Pakistan. Ils ont eu une réunion. Mais là, ils disent, tout le monde est là, même s'ils disent, c'est une technique de discussion. Ils ne veulent pas des rencontres directes, mais ils sont au Pakistan. Combien de morts en Iran? Quels sont les dégâts que cette guerre a causés? Mais ils finissent par se mettre autour d'une table et discuter. Et c'est ce que nous demandons pour les Congos. Merci. Étudiant en 3e licence à notre institut Chaminet. J'ai quelques questions et une suggestion. La première question est de savoir
êtes-vous d'accord du changement ou modification de la Constitution? Oui. Si oui, vous pouvez justifier. Sinon, vous allez nous dire le pourquoi. La deuxième question. Il s'agit de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda du 4 décembre 2025, qui a été signé avec la présence du président Donald Trump, Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Je voulais juste savoir votre avis, parce que lorsqu'on parle de l'accord de paix, on s'entendait à ce que actuellement la RDC et notre pays voisin, que nous puissions nous attendre qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait plus de problèmes, parce qu'on a dit que c'est le pays rwandais qui nous cause plus de mal et plus de morts, mais malheureusement ce n'est pas le cas que nous vivons actuellement. Il y a toujours des tortures, toujours nos mamans qui sont violées, et il y a toujours des morts. On ne sait pas, ce sont juste des magouilles ou c'est toujours l'M23. La troisième question est de savoir si, seulement s'il y aura élection en 2028, est-ce que vous serez toujours candidat? Alors la suggestion que j'ai, c'est ce qui concerne l'histoire de la RDC. Aujourd'hui, je me rappelle, quand j'étais en 6e des humanités, il y a une fois, je vais juste paralyser, il y a une fois le président Kagame a parlé concernant l'histoire de la RDC que non, nous avons nos territoires qui se retrouvent ici. Je dirais vulgairement parlant ou en sens péjoratif, souvent quand on était à l'école, on parlait, on connaît l'histoire que le pays de l'Est, l'Ouganda, le Rwanda et la RDC faisaient partie des nations colonisées par la Belgique. Et il y a une période, je me rappelle, on utilisait la même monnaie. C'est après l'indépendance, il y a eu une division. Je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit de cela ou il s'agit de ce qui s'est passé en 1992 ou 93, lorsqu'il y a eu un génocide entre le Hutu et les Tutsis, où ils se sont venus réfugier ici à l'époque de Mobutu. Je ne sais pas, c'est à cause de cela, ou comme suggestion, j'aimerais qu'il y ait un rassemblement des historiens, des géographes et quelques membres de la Constitution pour revoir l'histoire, parce qu'on nous dit que parfois l'histoire de la RDC a été modifiée. Ce que nous avons à l'école n'est pas vraiment vrai. Merci beaucoup. Changement de la Constitution. Et si quelqu'un ici, dans cette salle, connaît un article ou un article de cette Constitution qui doivent être modifiés, et si cet article est modifié, les gouvernements pourront mieux travailler et le pays sera en paix. Quel est l'article qui empêche M. Tshisekedi et son gouvernement de travailler correctement? Quel est l'article dans cette Constitution qui empêche ou qui autorise aux gouvernants là de s'enrichir illicitement, de piller l'argent du pays? Quel est l'article qui fait que l'armée ne puisse pas être capable pour protéger le pays? Donnez-moi un seul article. J'ai suivi M. Tshilumbaï, mais ça c'est grave. Il dit que certains articles doivent être... La Constitution doit être modifiée, changée pour travailler correctement. Mais il n'a pas un seul article. On va vous parler de l'article 217. C'est grave. L'article 217, c'est contenu dans presque plus de la moitié des constitutions de l'Afrique, des pays africains. Quel est l'article? Donc, je suis contre tout changement de la Constitution. Et j'ai fait un TikTok le 24 novembre 2024 en français à Lingala disant à M. Félix Tshisekedi, s'il ose s'embarquer dans cette voie, il me verra devant lui. Ok? Je l'avais dit à Kabila, nous l'avons fait en 2015, vous vous rappelez, et aujourd'hui, il n'y a pas de changement de constitution ici parce que tout ce qu'il fait, Tshilumba, il a dit, pour avoir le troisième mandat. Mais nous avons dit à Kabila, non. J'étais avec lui, Félix Tshisekedi. Non au troisième mandat, c'était la ligne rouge. Ici, la ligne rouge, c'est le changement
de la Constitution. Vous pouvez aller plus loin en me disant, mais M. Fayoulou, vous exagérez aussi, parce que cette même Constitution parle de sa révision, de la révision. La Constitution parle de sa révision. Et comment il fixe? Mais aujourd'hui, on va réviser quoi? Qui fait que nous sommes vraiment obligés de réviser? Quoi? Et vous savez que quand vous êtes dirigeant, vous faites des améliorations, des changements ou en tout cas des révisions des textes. Ça ne doit pas vous profiter. OK? L'exemple frappant, le président Barack Obama, président des États-Unis, a augmenté les émoluments, les indemnités du président américain. Mais ça ne les concernait pas. C'est pour ceux qui devaient venir après. C'est comme ça partout. Et quand vous commencez la révision constitutionnelle, vous devez embarquer toute la population, faire ce qu'on appelle en anglais des focus groups, les groupes pour expliquer pourquoi. Et un projet de révision de la Constitution peut prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Quel est votre problème? Donc il n'y a pas un seul article pour nous. Si vous en avez, si vous n'en avez pas maintenant, allez lire cette Constitution de 229, ça, article, et vous allez voir. S'il y a un article, venez me voir. On ne dit pas que la Constitution, demain, pourra être révisée. Non, on ne dit pas ça. Mais aujourd'hui, la révision n'est pas opportune et aucune révision pourra arranger les choses de ces pays, si ce n'est demander à M. Félix, c'est comme ça qu'ils disent, non, nous devons changer. Deuxième question, accord de paix entre le Rwanda et la RDC signé en présence du président américain. Mais l'accord de paix a été signé. Est-ce que vous voyez le changement? Pour nous, cet accord de paix, parce qu'ils ont mis, c'est un amalgame. Il y a eu l'accord de paix entre le Congo et le Rwanda en présence du président américain. En même temps, on a signé un accord de partenariat stratégique entre le Congo et les États-Unis, un accord de partenariat stratégique entre le Rwanda et les États-Unis. Mais on n'avait pas besoin de tout ça. Nous pouvons nous asseoir avec les États-Unis et signer notre accord à deux. On n'a pas de problème pour ça. Mais cet accord de paix, est-ce que cet accord vaut la résolution 2773? Nous avons une résolution 2773 qui demande au Rwanda de ne pas soutenir l'AFC M23, de retirer ses troupes du Congo, qui demande au M23 AFC de quitter toutes les positions conquises. Donc pour nous, ça, c'est traîner les pieds. Et c'est pour cela, beaucoup d'entre nous, en tout cas nous à l'ECD et à la Mouka, nous pensons que le peuple congolais est pris pour le dindon de la farce. Les gens sont dans un compromis. C'est que l'ancien ministre des Affaires étrangères français, Le Drian, avait dit dans une compromission à l'africaine. Ils sont dans cette compromission et ils ne veulent pas se dévoiler directement auprès du peuple. Ils font des circonvolutions pour, comment dire, nous endormir. Et c'est ça la distraction. C'est une méthode, c'est une distraction. Et comme on aime ça, mais je vous demande, vous étudiants, refusez cela. S'il vous plaît, réfléchissez. Faites des groupes, des équipes, 5, 6, 10, 15. Discutez. On nous embarque là, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc cet accord, il est là, mais l'accord de paix que nous avons signé avec le Rwanda n'est pas plus que la résolution 2773. Nous demandons à tout le monde d'appliquer cette résolution et à tous les Congolais, et même ceux qui ont pris les armes, de venir ensemble, d'aller de voir le président de l'Angola, João Lourenço, qui est très avancé pour que nous puissions faire ce dialogue national inclusif. Alors, dernière question. S'il y a élection en 2028, seriez-vous candidat? Oui. Bon, à moins que le peuple congolais me dise non, Fayoulou, allez vous reposer
et tout ça. Mais pour l'instant, je pense que j'ai encore l'énergie, ou pas même le peuple congolais, que la santé ou Dieu en décide autrement. Parce que, comme on dit ici, l'homme propose et Dieu fait quoi? Alors, donc, je suis un enfant de Dieu et je crois en lui. Et donc, je serai un candidat pour réellement faire implémenter notre vision que nous avons, la vision de l'ECD, bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Je rêve tellement de ça. C'est vrai que la vision, c'est un rêve. Je rêve de ça. Il faut que le Congo... Quand je viens ici à Mongafula, j'étais avec des amis dans la voiture, j'ai pleuré. Je suis un enfant de Kinshasa. Cette colline-là, comme elle était belle, comment on l'a dénaturée. Mais je vais corriger ça demain avec les Congolais et les Congolaises qui seront avec moi. Merci beaucoup. Monsieur le Président Martin Fayulu, ça a été vraiment un réel plaisir. Nous sommes très émus au niveau de notre institution de vous compter parmi nous. Et laissez-moi vous dire, c'est une joie immense de voir une si très grande personnalité venir dans une institution jeune, tenir une conférence pour encourager les étudiants et aussi donner aux étudiants l'horizon que vous voulez implémenter pour notre pays afin qu'il soit un pays fort, un pays développé où le bien-être doit être manifeste. Et je vous dis sincèrement merci à mon nom personnel pour votre simplicité et surtout pour la promptitude et surtout la ponctualité qui vous caractérise, qui est un signe fort pour un pays et surtout pour le développement. On le sait très bien, pour qu'un pays soit développé, on a besoin de ce que nous appelons les ressources humaines. C'est ça l'élément essentiel. On peut avoir de la matière première, on peut avoir tout, mais si nous n'avons pas des ressources humaines capables d'implémenter ou de transformer ces produits-là, nous ne serons pas développés. Et c'est le travail que nous voulons faire ici. Et nous vous disons sincèrement merci d'être venus nous encourager pour poursuivre notre chemin et aller au-delà, pourquoi pas vous soutenir en ressources humaines pour faire avancer notre pays. Ça a été vraiment un réel plaisir. Et au nom de notre institution, au nom des étudiants, au nom du conseil d'administration et de tous les corps professoraux, nous tenons à vous dire sincèrement merci. Et nous demandons d'acclamer encore fort